Congo Avenir. Mboka ya Bakongo. Kinshasa est devenue capitale le 1er juillet 1923. Avant l'arrivée des Occidentaux, au 19e siècle, les Arabes colonisent l'Est du pays et ils parlent une langue qui est un mélange des langues bantoues et de l'arabe. Cette nouvelle langue s'appelle le Swahili. Léopold II, qui était très cupide, il a besoin d'argent et il fait travailler les Congolais comme des esclaves. On confisque, on les oblige à aller cueillir les VA et pour les pousser à bout, on va prendre en otage votre femme et vos enfants jusqu'à ce que vous ramenez 20 kilos de VA. À ce moment-là, on vous remet votre femme et vos enfants. En 1959, 60 000 Rwandais, tous, traversent la frontière et viennent se réfugier au Congo. On a 3 strates des gens qui parlent Kinyarwanda. Ils ont des cultures Kinyarwanda. Les Tutsis, les Hutus et les Twa. Mais aussi, il y a 3 strates. Il y a des pasteurs qui parlent le Kinyarwanda qui habitent le sud Kivu, qui combattent les rebelles. Pourquoi? Parce que les rebelles ont l'habitude d'aller voler leur bétail. Les rebelles doivent manger. Mais les rebelles sont accompagnés de Tutsis rwandais. Et aussi sont des Tutsis. Ça sème une confusion dans la population. Comment différencier les Tutsis rwandais qui sont avec Laurent Désiré Kabila des autres Tutsis qui combattent Laurent Désiré Kabila? La population va créer ce concept de Batuya. Ils habitaient le plateau de Mulenge. Batuya Mulenge, en Swahili on dit Banya Mulenge. Mobutu va commencer à envoyer des armes au Banya Mulenge pour combattre Laurent Désiré Kabila. On est en 66-67. Le 2 octobre, le chef de cette rébellion rwandaise, Fred Rugema, est tué. Museveni, lorsqu'il apprend que son ami est tué, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il appelle son poulain, il appelle son petit à confiance, qui est en formation aux États-Unis, le major Paul Kagame. Il dit à Kagame, reviens, ils ont tué Rugema ici. Arrête tes études là, reviens. Et Paul Kagame revient, il devient le chef de la paix. Et il continue la lutte. Voilà comment Kagame prend la tête de l'organisation. Et en 1996, sous prétexte de venir disperser les camps des réfugiés, le Rwanda va enclencher une grande opération, une opération d'envergure qui amènera à la chute du maréchal Mobutu. Cette opération s'appelle AFDEL. Congo Avenir. Mboka ya Bakongo. Je voudrais commencer par remercier les autorités académiques pour l'invitation que j'ai reçue pour venir tenir cette conférence. C'est ma 3e conférence à l'Université catholique du Congo, mais c'est la première fois sur ce site. Les 2 autres conférences, je les ai tenues il y a plus d'une dizaine d'années, c'était sur le site de l'IMET. Donc c'est toujours un plaisir de revenir dans cette grande université pour échanger avec les hauts cadres de la République de demain. Aujourd'hui, nous sommes le 1er juillet 2022. Ça vous inspire quoi? Le 1er juillet 2000,
2022 a deux significations. Aujourd'hui, nous fêtons le 99e anniversaire de la ville de Kinshasa comme capitale. Kinshasa est devenue capitale le 1er juillet 1923 par décision du roi Albert Ier. Et aujourd'hui, nous fêtons le 137e anniversaire de la création de l'État congolais. Hier, nous avons fêté le 62e anniversaire de notre indépendance, mais ce que vous devez savoir, c'est que nous fêtons le 30 juin. Ce n'est pas la naissance du Congo, comme vous-même, vous avez votre date de naissance et vous avez aussi votre date, le jour où vous êtes devenu une personne majeure, c'est-à-dire le jour où vous avez eu vos 18 ans. Mais en termes maintenant dans l'histoire politique de notre pays, nous avons retenu l'habitude de fêter les jours où nous sommes devenus un pays souverain, c'est-à-dire le 30 juin 1960. Mais le Congo n'est pas créé le 30 juin 1960. Le Congo aujourd'hui a 137 ans. Mais qu'est-ce qu'on peut dire après ces 137 ans? Le Congo a 9 voisins. Le Congo a 9 voisins. Nous allons parler de l'histoire du Congo parce que l'histoire peut nous permettre deux choses. Comprendre les conflits actuels que nous avons avec l'un de nos voisins sur le 9, qui s'appelle le Rwanda. Et deuxième intérêt de cette conférence, l'histoire peut nous permettre de trouver des pistes de solutions pour résoudre les conflits que nous avons aujourd'hui avec le Rwanda. Donc, nous allons parler aujourd'hui de la relation de la RDC avec le Rwanda depuis les origines jusqu'en 1994 parce qu'il y a une rupture importante dans l'histoire du Rwanda en 1994. Mais avant de commencer avec l'État indépendant du Congo, dont j'ai parlé tout à l'heure, le Congo, l'espace qui deviendra le Congo a existé. Et il y a eu des organisations politiques précoloniales qui ont existé. Quelques exemples que vous connaissez déjà. Le royaume Congo, créé au XIIIe siècle par Nimi Lukeni, que les Portugais vont découvrir 2 siècles plus tard, en 1482 avec Diego Cao, vous connaissez l'histoire. Donc les Congolais connaissaient s'organiser politiquement avant que les Occidentaux n'arrivent. Nous avons le royaume Kuba, qui s'est situé actuellement dans la zone du Kasaï, la province du Kasaï, créé au XIIIe siècle. Nous avons l'empire Lunda, avec les Mwantiyav. Il y avait l'empire Luba, dont le chef, l'empereur, s'appelait Mulopwe. Mulopwe est un titre. Et l'empire Luba s'est situé au Katanga. Et le commandant en chef de cet empire, le grand général, avait un titre. On ne l'appelait pas général parce que général c'est en français. En Luba, on l'appelait Kalala. Kalala était le titre du commandant en chef de l'armée, monsieur le recteur. Aujourd'hui, c'est devenu un nom. À l'époque, c'était un titre. Nous avons au nord de cet espace les royaumes Azandé, les royaumes Mangwetu, les organisations politiques Ngwandi. Et à l'est de notre pays, il y avait les royaumes des Bashi, qu'on appelait les Bushi, les royaumes du Rwanda, les Nande étaient organisés politiquement, les Houndé, les Avu, les Nyanga, les Fulero, pour citer quelques exemples. Voilà les organisations politiques précoloniales qui existaient sur cet espace qui deviendra le Congo. Avant l'arrivée des Occidentaux, au XIXe siècle,
l'est du pays, de notre pays, est occupé par des Arabes. Les Arabes colonisent l'est du pays et ils parlent une langue qui est un mélange des langues bantoues et de l'arabe. Cette nouvelle langue s'appelle le Swahili. Et ces Arabes qui colonisent l'est du pays, on les appelle les Swahili ou les Bangwana. Donc, vers 1870, il y a un journaliste anglais qui vient pour chercher la source du Nil. Il entre par la Tanzanie, qui deviendra la Tanzanie, et on lui dit que plus vous allez vers l'ouest, il y a un grand fleuve qui remonte vers le nord. Il dit c'est certainement la source du Nil, et il va entrer jusque dans le Maniema, il va trouver la grande rivière qu'on appelle le Lualaba, qui deviendra par la suite le fleuve Zaïre. Le monsieur s'appelle Henry Morton Stanley. Et il suit le fleuve, croyant que le fleuve va le conduire vers l'Égypte, parce qu'il monte vers le nord. Et arrivé à Kisangani, il voit que ce fleuve va vers l'ouest et non pas vers le nord. Il se dit donc, ce n'est pas le Nil, c'est un autre fleuve. Et il va suivre ce fleuve jusqu'à l'embouchure, et il va comprendre que l'embouchure du fleuve Congo, il vient de parcourir le fleuve Congo. Il va en Europe, il écrit des articles, il essaie de sensibiliser les Anglais sur sa découverte. Les Anglais, ça ne les intéresse pas. Mais il y a un roi, le roi des Belges, qui est intéressé par ces articles. Et il les fait venir. Explique-moi. Et Stanley explique à Léopold II ce qu'il a découvert. Un pays magnifique. Léopold II va les recruter. Il dit, ok, cette fois tu rentres au Congo. Maintenant, tu vas signer des accords, ils appelaient ça des traités. Tu vas signer des accords avec les chefs locaux pour qu'ils me reconnaissent comme leur souverain. Et Stanley va revenir. Il arrive ici en 1881. Il parle avec le grand chef Tekeumbu de Kinshasa qui s'appelait Ngaliema. Il explique à Ngaliema ce qu'il veut. Ngaliema lui dit, il n'y a pas de problème. Et Ngaliema l'autorise à signer avec les sous-chefs. Il y a un sous-chef qui était au niveau de ce qu'on appelle aujourd'hui magasin Kitambo. Justement, le monsieur s'appelait Ntambo. Stanley signe avec lui un accord et au mois de novembre 1881, il crée le premier poste ici qui s'appelle Stanley Pool. En 1882, Stanley va changer de nom de cette station pour l'appeler Léopoldville. 1885, avant même 1885, les Anglais, les Allemands, les Français, c'est la ruée vers l'Afrique. Et chaque pays a ses ambitions. Les Anglais ont un projet qu'ils appellent C2C Project. C'est quoi le projet C2C Project? C'est C2C, ça veut dire de Cape Town au Caire. Lorsque vous prenez la carte de l'Afrique, vous prenez une règle, vous tracez une ligne droite qui part de Cape Town jusqu'au Caire. Il trace cette ligne, il dit tous les territoires qui se situent à droite de cette ligne doivent être des territoires britanniques. Les Allemands qui sont à l'est, en Tanganyika, ils veulent aussi relier leurs colonies de l'est avec leurs colonies de l'ouest, le Cameroun, le Togo. Stanley qui crée des postes en mettant les drapeaux de l'Association internationale pour le Congo, AIC. Il crée les postes, ici je vous ai dit, les postes de Kitambo, les postes de Kinshasa, ainsi de suite. Mais les autres puissances ne veulent pas reconnaître les drapeaux de l'AIC comme les drapeaux d'une puissance. C'est une ONG. La France dit non, moi c'est les drapeaux français. Les Anglais disent c'est les drapeaux anglais. On ne peut pas reconnaître au même titre que les drapeaux d'une puissance, les drapeaux d'une ONG. Léopold II est coincé. Et en matière de relations internationales, la reconnaissance internationale est vitale. Si vous n'êtes pas reconnu, vous n'existez pas.
Léopold II est coincé et qu'est-ce qu'il va faire? Il en parle à l'un de ses amis américains qui s'appelle le général Sanford. Sanford est un ancien ambassadeur des États-Unis à Bruxelles. Il explique à Sanford la difficulté qu'il est. Il dit, voilà, les Français, les Portugais, les Anglais ne veulent pas reconnaître les drapeaux de l'AIC. Les drapeaux, c'est les drapeaux bleus avec une étoile au milieu, qui par la suite deviendra aujourd'hui les drapeaux de l'Union européenne. Stanford il dit, il n'y a pas de problème, je vais aller aux États-Unis. Stanford arrive à Washington, il va faire du lobbying, il va parler avec le président américain, Chester Arthur. Le président américain va aller tenir un discours au Congrès pour sensibiliser les sénateurs américains à reconnaître la création du Congo, de l'État du Congo. Et au mois d'avril 1884, le Congrès américain prend une résolution qui dit ceci: nous reconnaissons les drapeaux de l'AIC comme les drapeaux d'un gouvernement ami. Le premier pays au monde à reconnaître le Congo, c'est les États-Unis d'Amérique. 1884. Et puis, la conférence de Berlin est organisée. Elle commence au mois de décembre jusqu'au mois de décembre 84 jusqu'au mois de février, le 26 février 1885. Et les participants, 13 pays ont participé, ils vont se mettre d'accord pour la création du Congo, mais sur base de 3 principes. Le premier principe, la neutralité du Congo. Même en cas de guerre, le Congo ne devrait pas prendre parti pour l'un ou l'autre camp. Le Congo doit rester neutre. Deuxième principe, la liberté du commerce. Tous les pays qui veulent venir commercer au Congo auront le droit de venir. Troisième principe, la liberté de navigation sur le fleuve Congo et ses affluents. Mais pendant que la conférence se tient, les délégués de Léopold II vont aller dans le couloir, commencer à négocier la reconnaissance en bilatéral. Et c'est comme ça, petit à petit, les États vont reconnaître. Léopold II va signer avec des accords avec tous les participants. La Belgique sera le dernier pays à reconnaître l'État du Congo. La France va traîner parce que la France ne reconnaîtra le Congo que vers la fin de la conférence. Je crois que c'était le 23 février 1880. Pourquoi la France traîne? La France traîne parce que la France n'est pas d'accord avec Léopold II. En réalité, lorsque vous regardez la résolution du Congrès américain qui reconnaît l'État congolais, les Américains disent ceci: l'État, c'est le bassin du fleuve Congo et le bassin du fleuve Kwilu-Nyari, au Congo-Brazzaville. C'était ça les prétentions de Léopold. Le Congo, notre Congo actuel, et une grande partie du Congo-Brazzaville. Les Français vont dire à Léopold II: tu ne peux pas prendre le Kwilu-Nyari et garder en même temps Banana et Boma. Tu dois choisir. Léopold II, après plusieurs hésitations, il va décider de garder Banana et Boma et de lâcher le Kwilu-Nyari. C'est à ces conditions-là que les Français signent. Donc le Congo est reconnu. Peut-être un autre élément, nous reviendrons plus tard là-dessus, mais vous devez déjà savoir, lorsque le Congo est créé, le Congo n'a pas d'ouverture sur la mer. Le Congo est un pays enclavé. Et l'embouchure, vous allez me poser la question, l'embouchure du fleuve Congo. Mais l'embouchure a été découverte par Diego Cao, 1482. Donc, Diego Cao, portugais. Le Portugal revendique ses droits historiques sur l'embouchure du fleuve Congo. L'embouchure du fleuve Congo, dans son entièreté, appartient au Portugal. Le Congo n'a pas d'ouverture. Et Léopold II va demander aux Portugais de lui donner une petite fenêtre
sous la mer. Les Portugais refusent. Il va aller voir le Britannique en demandant au Britannique, qui est la grande puissance de la fin du 19e siècle et qui est un peu le parrain du Portugal. Ils disent aux Britanniques, est-ce que vous pouvez parler avec les Portugais pour qu'ils nous donnent une ouverture sur la mer? Les Anglais disent non, on ne le fera pas. Ça ne nous intéresse pas. Et Léopold II va faire de la grande diplomatie. Il va aller voir les Français, il va négocier avec les Français et il va accorder à la France les droits de préemption. Les droits de préemption, les juristes qui sont dans la salle ils connaissent. Préemption, c'est-à-dire acheter en premier. Les droits d'acquérir en premier. Les droits dit quoi? Cet accord dit quoi? Si moi, Léopold II, je n'arrive pas à exploiter, à mettre en valeur le Congo, je céderai le Congo à la France. L'accord est secret, l'accord est gardé. Léopold II revient voir les Britanniques en disant, voilà, est-ce que vous pouvez parler? Les autres disent, on n'a pas changé d'avis. Et Léopold II va sortir cet accord secret qu'il vient de signer avec les Français. Il dit, vous me mettez dans une situation embarrassante. Sans l'ouverture sur la mer, je ne peux pas mettre en valeur le Congo, donc je serai obligé d'appliquer cet accord, céder le Congo à la France. Les Britanniques ont eu peur, parce qu'ils ne souhaitaient jamais que le Congo devienne français. Ils vont dire aux Portugais, donnez-lui une fenêtre sur la mer. C'est ainsi qu'aujourd'hui, nous avons les 37 km d'ouverture sur l'océan Atlantique. En compensation, nous avons cédé des territoires vers Caemba, aux Portugais. Donc, on a cette ouverture et il y a les droits de préemption de la France. Bizarrement d'ailleurs, en 1960, lorsque l'indépendance est en cours, les ministres des Affaires français, en 1960, je ne parle pas de 1800, 1960, a revendiqué les droits de préemption en disant, nous avons signé avec Léopold II, si les Belges quittent le Congo, nous allons nous récupérer le Congo. Donc en 1960, pour les Français, les indépendances qu'on allait avoir là, c'est des indépendances factices parce qu'ils voulaient récupérer le Congo. Donc, la conférence de Berlin se termine. Concrètement, qu'est-ce qu'on a? On a la Belgique, non, Léopold II, pas la Belgique, Léopold II qui a l'État indépendant du Congo, qui sera proclamé à Vivi le 1er juillet 1885, comme je l'ai dit tout à l'heure. Le 1er juillet 1885, l'État indépendant du Congo est proclamé à Vivi. Et ce jour-là, il y a un navire de guerre américain qui est sur l'océan, qui va tirer 21 coups de canon pour saluer la naissance d'un État ami. Les jours où l'État congolais est créé, les Américains étaient là. Maintenant, nous évoluons. L'exposé d'aujourd'hui, nous allons le faire en 4 chapitres qui correspondent à 4 périodes. Mais quelque chose de très... Nous allons juste les survoler. La première période, c'est l'État indépendant du Congo qui part de 1885 jusqu'à 1908. La deuxième période, les Congos belges qui part de 1908 en 1960. La troisième période, c'est les Congo indépendants, ou les Congo de Kasavubu et de Lumumba, qui part de 1960 à 1965. Et la dernière période, c'est le Congo de Mobutu ou le Congo Zaïre, de 1965 jusqu'à 1994. Léopold II commence donc à exploiter sa colonie, mais il va se croire plus malin que tout le monde. Les accords qui ont été signés, le principe sur lequel le Congo a été créé, nous avons vu liberté de commercer et liberté de naviguer. Léopold II va bafouer ces principes en commençant à favoriser ses propres entreprises, en bloquant les autres, en créant des droits de douane. Les autres vont dire, ce monsieur n'est pas sérieux. C'était une affaire à nous tous, le Congo. Il se l'approprie.
Et malheureusement pour nous les Congolais, en 1888, un Américain qui s'appelle Dunlop va découvrir comment créer des pneus sur base de caoutchouc. Les caoutchoucs qui proviennent de l'EVA devient une matière première très recherchée. Et ça se trouve en très grande quantité au Congo. Donc, le Congo va commencer à exporter les caoutchoucs. Et Léopold II, qui était très, très cupide, il a besoin d'argent et il fait travailler les Congolais comme des esclaves. On confisque, on les oblige à aller cueillir les VA et pour les pousser à bout, on va prendre en otage votre femme et vos enfants jusqu'à ce que vous ramenez 20 kilos de VA. À ce moment-là, on vous remet votre femme et vos enfants. Et c'est à partir de ces moments que vont apparaître, merci beaucoup ma soeur, c'est à partir de ces moments que vont apparaître les phénomènes de mains coupées. Les mains coupées, c'est quoi? Les soldats de la force publique, on leur donne des munitions, un fusil avec des munitions, les munitions sont comptées, 10 ou 20 cartouches. Pour qu'il ne dilapide pas ces munitions, il doit justifier lorsqu'il revient. Il avait 20 cartouches, il revient, il n'a que 10 ou 15, il doit justifier qu'est-ce qu'il a fait de ces 5 cartouches. Et la seule explication qui était acceptée par les autorités militaires, j'ai été obligé de tirer sur quelqu'un qui résistait. Mais pour que maintenant, les militaires ne puissent pas se servir de cette excuse pour commencer à cacher les munitions pour aller se servir à la chasse ou autre chose, les autorités coloniales vont leur demander, lorsque vous avez tué quelqu'un, parce que vous dites que vous avez utilisé les munitions pour tuer quelqu'un, vous devez nous amener la preuve que réellement vous l'avez tué. Et la preuve, c'est de nous amener sa main coupée. Voilà comment l'histoire des mains coupées a commencé. Et il y a des témoignages des missionnaires qui ont témoigné. Il dit, j'ai croisé un policier de la force publique qui revenait avec 20 mains coupées. Et ça va faire un scandale lorsque le monde va apprendre cela. Comment Léopold II était en train de maltraiter les Congolais. Et il va être droit de l'homme du XXe siècle. La pression était tellement forte que Léopold II va être obligé de lâcher le Congo sur pression du gouvernement belge qui lui explique, nous avons parlé avec les Américains, nous avons parlé avec les Anglais, ils veulent te confisquer le Congo en organisant Berlin II, la conférence de Berlin II. Tu n'as pas respecté les accords, ils vont t'arracher cela. Mais nous avons négocié avec eux, ils acceptent. Ils nous laisseront le Congo à une seule condition, que tu laisses le Congo et que la Belgique le reprenne. C'est ainsi que Léopold II va léguer le Congo par testament à la Belgique et le Congo va devenir belge en 1908 alors que Léopold II est mort en 1909. Il était tellement méchant, il avait tellement une mauvaise réputation, même en Belgique, que les jours de ses obsèques, lors du cortège funèbre, déjà les jours des obsèques, aucun souverain européen n'est venu au deuil de Léopold II. Et lorsque son cortège funèbre passait dans la rue, les Belges tournaient les dos au cortège pour lui manifester leur mécontentement. Voilà comment le Congo devient belge en 1908. Mais cette période, qu'est-ce que nous pouvons retenir? Nous pouvons retenir que la conférence de Berlin a donné le Congo à Léopold II, le Rwanda, Urundi, Tanganyika à l'Allemagne. L'Allemagne est la puissance qui colonise le Rwanda, Urundi et le Tanganyika. Tanganyika qui deviendra par la suite Tanzanie. J'explique pour ne plus revenir là-dessus. Il y a deux territoires. Territoire de Tanganyika,
En 1962, lorsqu'ils accèdent à l'indépendance, le Tanganyika va s'associer avec une île qu'on appelle Zanzibar. Zanzibar et Tanganyika vont s'associer pour créer un pays qui deviendra la Tanzanie. Pourquoi Tanzanie? Tan, T-A-N, de Tanganyika, Zan, de Zanzibar. Ça donne Tanzanie. Donc de temps en temps, j'utiliserai de manière indifférenciée Tanganyika ou Tanzanie. Je précise cela parce que nous-mêmes, nous avons une province, la Tanganyika. Il ne faut pas qu'il y ait de confusion. Quand je parle de Tanganyika ici, je parle de la Tanzanie. Donc, les Allemands sont là-bas. On entre maintenant dans notre deuxième période, le Congo belge. 1910, les Belges et les Allemands vont se convenir de bouger leurs frontières de l'Est. C'est ainsi que, selon les accords de 1910 entre l'Allemagne et la Belgique, le Congo va perdre une partie du territoire qui deviendra territoire rwandais. En particulier, la ville de Gisenyi, la ville de Tchangungu, étaient des localités congolaises que nous avons perdues en 1910. Les accords existent. Puisque la frontière a bougé, les deux puissances vont demander à la population frontalière, en leur donnant 6 mois, pour opter. Puisque la frontière a bougé, celui qui est congolais, qui veut devenir rwandais, a le choix à 6 mois pour choisir. Celui qui est rwandais, qui veut rester congolais, a 6 mois pour opter. Et les populations ont bougé pendant ces 6 mois. Certains sont allés au Rwanda, d'autres sont devenus des Congolais. 1910. 1914. Les Allemands vont voir les Anglais en leur disant le fait de coloniser des peuples doit être un privilège réservé à des puissances, à des grandes puissances. C'est un privilège qu'on ne peut pas accorder à n'importe qui. C'est un privilège qui doit être réservé à l'Allemagne, à la France, à l'Angleterre, les grandes puissances. Les Anglais leur demandent « Où est-ce que vous voulez en venir ?» Ils disent « Non, on ne peut pas accepter que des petits pays comme la Belgique aussi aient des colonies. » Alors nous vous proposons ceci. Nous allons, nous les Allemands et vous les Anglais, nous allons nous partager le Congo. On chasse les Belges et on se partage le Congo. C'est trop grand pour la Belgique. Les Anglais disent non, on ne peut pas vous suivre. Pourquoi? Parce que justement la France n'acceptera jamais cet accord. Pourquoi les Français n'accepteront pas? Nous l'avons dit tout à l'heure, les Français ont le droit de préemption sur le Congo. Les Anglais demandent aux Allemands de lâcher cette idée. Malgré cela, au mois d'août 1914, l'Allemagne déclare la guerre à la Russie. La France étant un allié de la Russie à l'époque, la France sait, puisque j'ai déclaré la guerre à la Russie, la France va entrer dans la guerre, je l'attaque en premier. Mais la frontière entre l'Allemagne et la France est très bien gardée du côté français. Le seul passage où les Français n'ont pas renforcé leur défense, c'est au nord, la frontière avec la Belgique. Et la Belgique est un pays neutre. Les Allemands vont donner un ultimatum à la Belgique. Donnez-nous les passages, nous allons attaquer la France. Les Belges disent non, nous sommes neutres, on ne peut pas faire ça. Et l'Allemagne va envahir la Belgique. La Belgique sera occupée presque en totalité pendant la Première Guerre mondiale, de 1914 à 1918. Mais 11 jours après l'attaque de la Belgique, les populations congolaises au bord du lac Tanganyika sont surpris par des bateaux de guerre qui commencent à canonner sur les villages. C'est les Allemands qui attaquent le Congo.
Et des commandos allemands débarquent vers Kalemi pour couper les lignes de communication. La guerre commence au Congo en 1914, la Première Guerre mondiale. L'Allemagne veut récupérer le Congo par la force. Le commandant en chef de l'armée allemande s'appelle le général Paul Vorbeck. Et puisqu'ils avaient une supériorité en termes de navires de guerre, l'Allemagne va occuper pendant la Première Guerre mondiale la totalité du lac Tanganyika et la totalité du lac Kivu. C'est ainsi que le seul territoire congolais occupé par l'Allemagne durant toute la Première Guerre mondiale est l'île d'Idjui. Idjui est complètement occupé par les Allemands pendant 4 ans. En 1916, les commandants en chef de la force publique, le général Charles Tombeur, décide de riposter. Il dit, à force de se défendre, les Allemands vont finir par nous déborder. Les Allemands ne veulent pas seulement récupérer le Congo. En particulier, il y a quelque chose qui les attire au Congo. C'est les mines d'or de Kilomoto à Ituri. Les Allemands veulent aller prendre l'or de l'Ituri. Et en 1916, le général Charles Tombeur, les rapports de force, le général Paul Vorbeck a 3000 militaires allemands et 11 000 militaires africains. Charles Tombeur va mobiliser la force publique avec 15 000 militaires congolais. Et la force publique va traverser notre frontière du Nord et attaquer le Rwanda. Le 9 mai 1916, les militaires congolais libèrent Kigali. Le 6 juin 1916, les militaires congolais libèrent Bujumbura. Et au mois de juillet 1916, la totalité du Rwanda et du Burundi est sous contrôle des militaires congolais de la force publique. Le général Charles Tombeur, il décide de poursuivre les Allemands dans l'autre colonie, la grande colonie, la Tanzanie. Et en Tanzanie, il va y avoir 3 batailles importantes, historiques. Vous avez certainement entendu les noms, mais vous ne savez pas d'où ça vient. Je vous l'ai dit aujourd'hui. C'est la bataille de Tabora, Dodoma et Mahenge. Ce sont 3 localités qui existent en Tanzanie, où nos ancêtres et nos grands-pères ont battu les Allemands à plate couture. Donc, les Belges et les Congolais occupent le Rwanda-Urundi et une partie de la Tanzanie. 1918, c'est la fin de la guerre. L'Allemagne a perdu la guerre, on signe les traités de Versailles, et comme vous le savez, celui qui a perdu a tout perdu. On lui confisque tout. Le butin de guerre est partagé entre les pays vainqueurs. La Grande-Bretagne va récupérer la Tanzanie. La France va prendre le Togo et le Cameroun. L'Afrique du Sud va prendre la Namibie. Toutes ces colonies allemandes. Et en 1923, la Société des Nations, l'ancêtre des Nations Unies, va donner à la Belgique, en considération de sa contribution à la guerre, la Belgique va hériter du Rwanda et du Burundi. 1923. En 1925, pour faciliter l'administration de sa colonie et de ces 2 territoires, la Belgique va annexer le Rwanda-Urundi au Congo belge. C'est ainsi que le Rwanda-Urundi deviendra la 7e province du Congo belge. 7e province, pourquoi? Parce qu'à l'époque, nous avons 6 provinces. Léopoldville, qui comprend l'actuelle ville de Kinshasa, le Congo central et le Bandundu. C'est une seule province qui s'appelle la province de Léopoldville. Vous avez la province de l'Équateur, la province orientale, 3e, le Kivu dans son entièreté, nord, sud, Kivu, Maniema, c'est une province, le Katanga et le Kasaï. À ces 6-là, on ajoute le Rwanda-Urundi. Et à partir de 1925, nous devenons pratiquement le même pays. Nous avons le même chef de l'État qui s'appelle le roi des Belges.
Nous avons la même armée, c'est la force publique qui sécurise les Congo belges et les Rwanda-Urundi. Nous avons les mêmes gouverneurs généraux qui est ici à Kinshasa. Et nous avons la même monnaie, les francs. Vous avez certainement déjà vu l'argent de l'époque, la monnaie de l'époque où c'est écrit Banque centrale du Congo belge, Rwanda, Urundi. On arrive en 1930. Les Belges considèrent que puisque c'est devenu pratiquement le même pays, on peut déplacer les populations. Les Belges vont mettre en place une mission qui s'appelle MIB, Mission Immigration Banyarwanda. Mission Immigration Banyarwanda. Quelle est la mission de cette mission? C'est aller chercher des populations au Rwanda et venir les installer au Congo. Pendant 20 ans, on va lancer des campagnes au Rwanda. Il y a deux raisons qui sont avancées. La première raison, c'est que la densité de la population est plus élevée au Rwanda que dans les Kivu. Ça veut dire quoi? Il y a plus de population au Rwanda qu'au Kivu, donc il faut soulager les Rwandais en amenant une partie de sa population au Kivu. L'autre raison, en réalité, les Belges qui créent des plantations de fermes dans les Kivu ont besoin de la main-d'œuvre. Ils considèrent qu'il n'y a pas assez de population chez les Houndés et les autres populations locales. Et les Belges vont amener, juste pour vous donner une idée, en 1948, on a recensé à peu près 47 000 Rwandais qu'on a amenés du Rwanda, qu'on a installés dans les Kivu, particulièrement dans les territoires des Massissi. Dans le Massissi. Essentiellement aussi, les gens qu'on amène sont en grande majorité des Hutus. Il y avait quelques Tutsis, mais la grande majorité, c'était des Hutus. Ces groupes de personnes qu'on a amenées du Rwanda pour venir les installer au Congo, au Kivu aujourd'hui, on les appelle les transplantés. Les transplantés. On évolue. On arrive en 1959. En 1959, il y a une grande révolution au Rwanda. On appelle ça la révolution, ou la Toussaint rwandaise. La révolution Hutu. En quoi ça consiste? Les Belges, lorsqu'ils administrent le Rwanda et le Burundi, vont s'appuyer sur la tradition qu'ils avaient trouvée. C'est-à-dire, ils s'appuient sur l'élite de ces deux pays. L'élite est constituée des Tutsis. Même au Rwanda, il y a un roi. Le système royal n'a pas été aboli. Le roi qu'on appelle le Mwami en Swahili. Et en 1959, les Hutus décident d'abolir la royauté. Derrière un parti politique qui s'appelle le Parme Hutu de Grégoire Kayibanda. Parme Hutu, ça veut dire parti du mouvement de l'émancipation Hutu. Et à la suite de cette abolition de la royauté, il y a des massacres au Rwanda. Les Tutsis se sentent en insécurité, beaucoup vont partir en exil. En 1959, 60 000 Rwandais, Tutsis, traversent la frontière et viennent se réfugier au Congo. D'autres vont aller en Ouganda. Et parmi les réfugiés rwandais qui partent en Ouganda, il y a un couple qui amène leur enfant qui a 2 ans. Le garçon est né en 1957. En 1959, il a 2 ans. Le petit garçon qui accompagne, qui part avec ses parents en exil, s'appelle Paul Kagame. Il y a un autre aussi, lui il est bébé parce qu'il est né en 1959. Il part avec ses parents, il s'appelle James Kabarebe. Et les autres vont aller en Tanzanie, d'autres au Burundi. Et l'indépendance arrive au Congo, en 1960. Nous devenons indépendants, on va à la table ronde,
on adopte les institutions, on n'a pas de constitution, c'est le Parlement belge qui nous donne une loi en disant c'est votre constitution provisoire. Le jour où vous aurez le temps, vous allez faire votre propre constitution. Donc, la loi qu'on appelle la loi fondamentale. Et la loi fondamentale met en place des institutions. Un Parlement avec 2 chambres, Sénat, Assemblée nationale, un gouvernement avec un Premier ministre, un président de la République, et puis des gouverneurs de province avec des assemblées provinciales. Un peu le système qu'on a aujourd'hui. Et nous avons décidé que notre pays doit être un pays démocratique, c'est-à-dire les animateurs de toutes ces institutions doivent être élus par la population. Mais il se pose un problème. Qui doit voter? Qui est congolais? La loi fondamentale de 1960 a oublié de parler de la nationalité. Mais les problèmes du droit de vote et des nationalités se posent essentiellement à l'Est, par rapport à un groupe particulier. C'est les groupes qui parlent Kinyarwanda. On les appelle aussi les Banyarwanda. Il y a 3 groupes qui parlent Kinyarwanda au Congo. Vous avez les Tutsis, vous avez les Hutus et vous avez les Twa. Les Twa, c'est les Pygmées. Comme vous le savez, les premiers occupants de cet espace qui est devenu le Congo, c'était les Pygmées. Mais quand les Bantous arrivent, les Bantous les dominent et les colonisent, les Bantous leur imposent leur langue. C'est ainsi que les Pygmées de l'Équateur parlent lingala. Les Pygmées de Mambasa parlent le Swahili. Et les Pygmées de Rutshuru parlent le Kinyarwanda. Donc, on a 3 strates des gens qui parlent Kinyarwanda, disons des cultures Kinyarwanda. Les Tutsis, les Hutus et les Twa. Mais aussi, il y a 3 strates. Vous avez les gens qui parlent Kinyarwanda, qui étaient là, que les Belges ont trouvé. Vous avez la deuxième catégorie des gens qui parlent Kinyarwanda, que les Belges ont amenés du Rwanda, qu'on appelle les transplantés, de 1930 à 50. Et vous avez, 3e catégorie, les réfugiés de 59. On est en 60. De ces 3 catégories, qui a le droit de voter? Pour les autochtones, vous me direz, il n'y a pas de problème. Ils étaient là, donc ils sont congolais. Qu'est-ce qu'on fait des transplantés? Qu'est-ce qu'on fait des réfugiés? Le Parlement belge va prendre une loi qu'on appelle la loi électorale de 1960. La loi électorale va dire ceci. Les ressortissants du Rwanda-Urundi installés au Congo depuis au moins 10 ans ont le droit de vote. Pour rédiger notre constitution, depuis 60, ça n'avance pas. Kasavubu décide de fermer le Parlement et les parlementaires de la mouvance lumumbiste, un groupe, vont partir en exil au Congo-Brazzaville. Ils vont en exil au Congo-Brazzaville, ils vont créer un mouvement qu'ils appellent CNL, Conseil national de libération. On dit on doit aller libérer le pays contre Kasavubu qui est devenu un dictateur. Ils sont là, leur chef, c'est l'ancien ministre de l'Intérieur de Lumumba, qui s'appelle Christophe Boigny, et secrétaire général du MNC. Ils sont à Brazzaville, et l'ancien ministre de l'Éducation nationale de Lumumba, qui s'appelle Pierre Moulele, qui était parti en formation en Chine pour apprendre la guerre révolutionnaire. Il revient en 1963 et il va dans les Kwilu, il crée la première rébellion post-coloniale. La rébellion de Moulele commence dans les Kwilu en 1963. Boigny qui est en face, il dit, puisque Moulele a commencé ici à l'ouest, moi aussi je dois commencer à l'est. Et il va désigner 2 de ses cadres à Brazzaville qu'il va envoyer à l'est et là-bas commencer aussi la rébellion. Rébellion-révolution. Les 2 cadres s'appellent Gaston Soumaïli, plus connu son surnom de Soumialo, et le deuxième s'appelle Laurent Kabila, qui deviendra plus tard Mouzé. Donc, Laurent Kabila et Soumialo vont lancer en 1964 la rébellion
de 1964 à l'Est. La particularité de leur rébellion, chaque unité militaire a un féticheur. Un féticheur officiel. Et le commandant en chef de l'armée a lui-même son propre féticheur attitré. Le commandant en chef s'appelle le général Nicolas Olenga. Et sa féticheuse s'appelle Maman Onema. Il paraît qu'elle n'avait qu'un seul sein. Et on va abreuver les recrues là des fétiches, des scarifications. On leur fait porter des choses en disant « vous devenez invulnérables ». Lorsque vous arrivez au front, quand vous attaquez, il faut attaquer en chantant. En chantant quoi? Maï moulele, maï, maï, maï moulele, maï, maï. Il dit quand on vous tire dessus, les balles vont se transformer en eau. D'où il faut crier maï, maï. La population va commencer à appeler ces gens-là les maï, maï. Phénomène qui existe jusqu'à aujourd'hui. Bon, de vous à moi, il y avait de la manipulation. Les jeunes étaient drogués. Il y avait de la manipulation. On sait par exemple comment Pierre Moulele a mystifié la population du Kwilu. Pierre Moulele, un jour, dans un village, il appelle tous les villageois. Il dit, voilà, moi, Pierre Moulele, je suis invulnérable. Il dit, on va faire une démonstration. On prend un militaire, on lui donne un fusil, Pierre Moulele se met là-bas, devant la population, il dit tirer. Les militaires tremblent, bêta massas. Et le militaire va tirer sur Pierre Moulele. Pierre Moulele intact. Et la population va acclamer. Et ça va circuler partout, Pierre Moulele à Koufaka T. Et vous savez c'était quoi? Pierre Moulele a juste ramené de la Chine des cartouches en blanc. Et cette réputation d'invulnérabilité va marcher ici à l'est, à l'ouest, et puis à l'ouest, les militaires de Mobutu, Mobutu est le commandant-chef de l'armée, vont fuir. Il tire, ah, Bazoku Fate, il jette son arme, il s'enfuit. On a même vu certains qui se battaient, ils sont au front, mais avec les moteurs, hein, dans la position de fuite, et les moteurs qui tournent. Hein. Et vous êtes au front, mais les moteurs tournent déjà, quoi. Et puis tu montes sur le véhicule, vous fuyez. En quelques mois, la rébellion Sénel-Est va conquérir plus d'un tiers du pays. Jusqu'à ce que Kisangani tombe. Et leur chef qui est à Brazza va débarquer à Brazzaville, où il s'autoproclame président de la République libre du Congo. Christophe Boigné. Mobutu dépassé, Kasavubu dépassé, le premier ministre Cyril Adoula dépassé, et Mobutu, qui avait beaucoup d'imagination, va voir le président Kasavubu. Monsieur le Président, je pense qu'il nous faut trouver une solution efficace. J'ai une idée. Quelle idée, Mobutu? Il dit, voilà, nous devons chercher, trouver un allié puissant, un homme à poigne, qui a des relations et qui a des moyens, qui peut nous aider à régler ces problèmes de rébellion. Parce qu'Adoula ne s'en sort pas. Kasavubu lui dit, à qui tu penses? Il dit, je pense à Moïse Tshombe. Moïse Tshombe où? Moïse Tshombe a fait la sécession du Katanga de 1960 à 1963 et il a été chassé par les casques bleus. Il est parti en exil, la sécession a échoué. Il est en exil en Espagne. Kasavubu lui dit, mais Mobutu, tu es sérieux ou quoi? Les sécessionnistes là? Il dit, Monsieur le Président, la politique est dynamique. C'est ainsi qu'en 1964, Moïse Tshombe va débarquer à Kinshasa, Kasavubu va le nommer Premier ministre. Et pour combattre la rébellion, Moïse
Quand il faisait sa sécession, il avait son armée, qu'il avait appelée la gendarmerie katangaise. Mais quand les casques bleus ont dispersé tout le monde, les 2/3 de son armée, à peu près 8000 hommes, sont allés se réfugier en Angola. Et les Portugais ont vu arriver des gens aguerris, bien formés. Ils ont récupéré ces Congolais, commencé à s'en servir comme des troupes d'appoint pour faire la police en Angola. Et là-bas, on leur a changé de nom, on les appelait maintenant les Diabos, parce qu'ils terrorisaient les Angolais. En 1964, Tshombe a dit, il appelle les Portugais, il dit, voilà, moi j'ai du travail, j'ai besoin de mes hommes. Les Portugais disent, non, il n'y a pas de problème, ce sont tes hommes, on te les envoie. Les Diabos débarquent à Kinshasa. Mais les Diabos étaient encadrés par qui au Katanga lors de la sécession? Par des mercenaires. Bob Denard, Jean Scram, Mike Owara. Tshombe les appelle. Il dit, venez, on reprend du service. Il dit, on fait encore la sécession. Non, 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 c'est fini la sécession. Maintenant, on est pour le Congo. Même sur le plan politique, Tshombe avait une organisation au Katanga lors de la sécession qui s'appelait CONACAT, Confédération des Natifs du Katanga. Lorsqu'il devient Premier ministre, il dit, non, CONACAT, ça ne marche pas, ça c'est pour les Masolakala. Il va créer maintenant la CONACO, Confédération nationale du Congo. Donc, avec ces mercenaires, avec ces diabos, avec l'appui des Américains, avec l'appui des Belges, Tshombe va reconquérir le territoire national en chassant les Maïmaï, qu'on appelait les Simba. Et lorsqu'ils sont attaqués, le président de la République que nous avons oublié, Bouigné, République libre du Congo, hein, qui est à Kisangani, il voit maintenant qu'on l'attaque de toutes parts. Il perd un peu la tête et puis il a une idée. Il dit, ok, allez me chercher tous les Occidentaux que vous allez trouver dans la province orientale, Mamindele. Et on est allé chercher. On a amené, beaucoup étaient restés, hein. Après l'indépendance, les Blancs beaucoup étaient restés. On va amener à peu près 2000 Occidentaux à Kisangani qu'on a pris dans des fermes, dans les couvents. On a amené. Et Bouigné va lancer un ultimatum, un message. Il dit, c'est lui qui va encore oser m'attaquer. Je vais tuer tous ces otages. Les Belges paniquent parce que les Belges savent que Bouigné est fou. Il est capable d'exécuter ces gens. C'est ainsi qu'ils vont mettre en place, avec l'aide des Américains, les Américains vont amener des transporteurs de troupes, les C-130, les avions transporteurs de troupes, et c'est ainsi que le 24 novembre, retenez bien la date, 24 novembre 1964, on lance l'opération Dragon Rouge, qui consiste à parachuter sur Kisangani des paracommandos belges pour libérer les otages. Lorsque les parachutistes sont en train de descendre, en même temps, il y a une attaque au sol terrestre avec la 5e colonne du colonel Van der Wel qui attaque Kisangani. Donc, les militaires viennent d'en bas et les paracommandos et on prend Kisangani en étau et on libère Kisangani. Malheureusement, les hommes de Bouigné ont quand même eu le temps de tuer 200 otages. Et les leaders de la rébellion vont partir en exil. Bouigné va partir et puis le général Olenga qu'on a vu là, Nicolas Olenga. Nicolas Olenga va partir avec 2 de ses Kadogo. En fait, ses neveux, qui étaient un peu sa garde rapprochée. L'un s'appelait François Olenga, qui deviendra un grand général de FARDC. L'autre s'appellera Kissa Sengandu, qui reviendra comme membre fondateur de l'AFDEL. Nous reviendrons dans un autre épisode. Donc ils partent en exil, sauf un leader qui décide de rester et de continuer la guerre. Il s'appelle Laurent Désiré Kabila. Il va rester dans les montagnes du Kivu là-bas pour poursuivre la guerre. En 1965, mois de novembre, donc une année après, Mobutu va voir le président Kasavubu, Mobutu, commandant en chef de l'armée. Il dit, monsieur le président,
je voulais demander votre permission, nous voudrions commémorer la libération, une année de libération de Kisangani. Kisangani a été libéré le 24 novembre 1964. Donc, ça va faire une année. Je voudrais quand même qu'on commémore. C'est un grand événement. Kassavou, il dit, je ne vois pas d'inconvénient. Il dit, ok, je vais inviter tous les commandants des grandes unités qui sont à l'intérieur pour qu'ils viennent à Kinshasa. Kassavou, il dit, il n'y a pas de souci. Et les grands commandants arrivent ici, ils vont faire une grande messe, vous connaissez qu'on appelle le Te Deum, à Notre-Dame de Lingoualala. Et le soir, ils doivent se partager un pot. Et Kassavou est surpris d'apprendre que le haut commandement a pris le pouvoir. Il est démis de ses fonctions. Voilà comment Mobutu devient président de la République. Mais Laurent Désiré Kabila, qui reste continuer la guerre au Congo, va recevoir deux soutiens, deux appuis, deux alliés importants. Le premier, c'est un groupe de Rwandais, une organisation, un parti politique rwandais qui s'appelle UNAR, Union nationale rwandaise. Le chef s'appelle François Roukeba. Roukeba vient voir Laurent Désiré Kabila au Congo en disant, voilà, nous sommes en train de combattre Grégoire Kayibanda. On est en 64, hein? On combat Grégoire Kayibanda, mais on n'est pas assez fort pour le faire tomber. Ce que nous vous proposons, nous allons nous allier avec vous, vous aider à chasser Kassavou. Lorsque vous allez atteindre votre objectif, vous reviendrez aussi nous aider à chasser Kayibanda. Les accords existent, hein, entre UNAR et CNL-Est. C'est ainsi que Laurent Désiré Kabila reçoit le soutien d'à peu près 1000 militaires rwandais Tutsi. Deuxième renfort, ce sont des Cubains. On voit débarquer dans les maquis de Laurent Désiré Kabila à peu près une centaine de combattants cubains conduits par le célèbre Che Guevara. Che Guevara arrive au Congo, il dit non, je ne peux pas accepter ce que les Blancs essaient de faire au Congo, il faut qu'on aide les Congos à lutter contre les impérialistes. Donc Che Guevara arrive, mais il s'est fait accompagner de 100 militaires cubains, tous noirs, parce qu'ils doivent se fondre dans la population. Et Che Guevara arrive, il a écrit ses mémoires. Voici la première phrase de ses mémoires. Ceci est l'histoire d'un échec. Après, Che Guevara va partir, mais il témoigne dans son ouvrage qu'il a vu les militaires, les combattants rwandais qui étaient avec Laurent Désiré Kabila. On arrive en 66-67. La guerre, les désordres de Mouzé continuent toujours à l'Est. Les désordres, la lutte continue à l'Est. Mobutu est maintenant président. Mais Mobutu est informé qu'il y a une population au sud Kivu qui combat les rebelles. Il dit, mais ça, c'est des alliés. Il faut appuyer. C'est quoi ces groupes? Il y a des pasteurs qui parlent le Kinyarwanda qui habitent le sud Kivu, qui combattent les rebelles. Pourquoi? Parce que les rebelles ont l'habitude d'aller voler leur bétail. Parce que les rebelles doivent manger. Mais les rebelles sont accompagnés de Tutsis rwandais. Et aussi sont des Tutsis. Ça sème une confusion dans la population. Comment différencier les Tutsis rwandais qui sont avec Laurent Désiré Kabila des autres Tutsis qui combattent Laurent Désiré Kabila? La population va créer ce concept de Batuya. Ils habitaient le plateau de Mulenge. Batuya Mulenge, en Swahili on dit Banya Mulenge. Mobutu va commencer à envoyer des armes au Banya Mulenge pour combattre Laurent Désiré Kabila. On est en 66-67. Mais comme ils se sentent en insécurité, Mobutu dit non, je dois pouvoir les mettre à l'abri. Une partie des Banya Mulenge, Mobutu va les déplacer pour les amener vers Kalemi. Aujourd'hui, on les appelle les Banya Viura, qui sont installés pas très loin de Kalemi. Là, on est 66-67. On évolue. On arrive en 69. 69, Mobutu décide de nommer comme directeur de cabinet un monsieur qui s'appelait
Barthélemy Bisengimana. Qui est Bisengimana? Bisengimana est le président, l'ancien président des étudiants rwandais de l'Ovanium. Tout le monde sait que Bisengimana est rwandais. Il était venu avec ses parents comme réfugié en 1959. Mobutu le sait. Et pourquoi Mobutu lui donne ses postes stratégiques? Parce qu'il dit que les ambitions de Bisengimana vont être limitées. Il ne pourra jamais me combattre parce qu'il ne pourra pas évoluer au Congo, il est étranger. Et Bisengimana, il va devenir l'homme, après Mobutu, l'homme le plus puissant du Congo, comme Dirkab. Il va rester à ses postes de 1969 jusqu'à 1977, pendant 9 ans. En 1972, avant même de parler de sa loi, on adopte une constitution qu'on appelle la constitution de Lulabour. La constitution de Lulabour aborde la question de la nationalité. Et voici ce que la constitution de Lulabour dit à propos de la nationalité. Et Congolais, celui qui était au Congo, dont les ancêtres étaient au Congo en 1908, lorsque le Congo devient Congo belge. Tout celui dont les ancêtres étaient là en 1908 est Congolais d'origine. Concrètement, ça veut dire quoi? Les transplantés de 1930 à 1950 ne sont pas des Congolais. Ça, c'est la constitution de Lulabour. En 1972, Bisengimana a fait adopter une constitution, une loi, la loi de 1972. En son article 15, la loi dit ceci. Les ressortissants du Rwanda-Urundi qui étaient au Congo au plus tard, en 1950, sont réputés avoir eu la nationalité zaïroise en 1960. Les transplantés de 1930-1950 sont des Zaïrois. C'est la loi Bisengimana de 1972. Et ça va poser des problèmes à l'Est. Pourquoi cette loi est adoptée? La loi est adoptée parce que nous sommes dans le processus de zaïrianisation. Pour espérer avoir quelque chose, il faut avoir la nationalité. Zaïrianisation. On donne aux Zaïrois. Bisengimana avait favorisé sa communauté. Il accorde la nationalité aux transplantés. En 1977, Bisengimana quitte le pouvoir. Et les fonctions qu'il occupait, les prérogatives qu'il avait, vont être partagées entre le Premier ministre, qui revient, maintenant on a un Premier ministre, les conseillers spéciaux du chef de l'État, les conseils législatifs, donc le Parlement, adoptent une loi sur la nationalité. Et la loi de 1981 dit ceci. Et Congolais d'origine, celui dont les parents ou les ancêtres étaient au Congo, pas en 1908, en 1885. Donc il va encore plus loin. Il dit, vous, avec les 908, là, vous êtes encore gentil. Il faut être là, 1885. Tant que Massolé Bandak. Et ça pose des problèmes parce que les transplantés ont eu la nationalité officiellement de 1972 jusqu'en 1981, pendant 9 ans. Un pays n'a pas le droit de retirer globalement la nationalité à toute une communauté et en faire des expatriés. Ça pose des problèmes à l'Est, ça pose des problèmes avec la communauté internationale. Et puis, on arrête un peu, on quitte le Congo pour voir ce qui se passe chez nos voisins. En 1979, l'armée tanzanienne est fatiguée du dictateur et président de l'Ouganda qu'on appelait Idi Amin Dada. C'était vraiment un phénomène. Juste pour vous donner un exemple, un jour, Idi Amin se réveille, il est inspiré, et il dit, allez me chercher des Blancs. On lui amène quelques Blancs là-bas, les Anglais qui sont à Kampala. Il les oblige à les transporter sur un chipoï.
Parce qu'à l'époque coloniale, ses ancêtres transportaient les Blancs comme ça. Il dit, lui, il doit prendre sa revanche. Imaginez qu'aujourd'hui, vous allez à l'école belge, là, vous prenez les collaborateurs d'Orange, les 4 blancs, et le président Fachi décide qu'il soit transporté sur un chipoy. En souvenir de ses ancêtres qui transportaient les blancs. Ça, c'est Idi Amin Dada. Donc, en 79, l'armée tanzanienne traverse la frontière avec les rebelles ougandais et ils vont chasser Idi Amin Dada du pouvoir. On remet en poste un ancien président qui s'appelle Milton Obote. Milton Obote commence à diriger et en 1981, un collaborateur de Milton Obote décide lui aussi de faire de la rébellion contre Milton Obote. Il dit, moi je ne suis pas d'accord avec comment Obote gère le pays, moi j'entre dans le maquis. L'ancien collaborateur s'appelle Yoweri Kaguta Museveni. Il entre en rébellion, mais il n'entre pas seul, il entre avec 26 camarades. Et parmi ses camarades, il y a un Rwandais, enfant des réfugiés rwandais qui a grandi en Ouganda, qui s'appelle le Fred Rugema. Donc l'Amir l'accompagne, il commence la guerre. Et lorsqu'il commence la guerre, la campagne, la propagande d'Obote est essayée pour discréditer Museveni, on l'associe au Banyarwanda. Museveni n'est pas Munyarwanda. Museveni n'est pas Tutsi. Museveni est membre d'une tribu qu'on appelle les Banyankole. Mais une tribu quand même proche de Banyarwanda. Obote commence à raconter, il dit non, ce sont les Banyarwanda qui nous attaquent. Donc, les enfants des réfugiés rwandais dans les camps se sentent en insécurité. Et ils commencent, Museveni et ses amis commencent à recruter ces jeunes. C'est ainsi que Fred Rugema va amener un jeune longiforme dans la rébellion qui s'appelle Paul Kagame. Le petit frère de Museveni qui s'appelle Salim Saleh va aussi, il connaissait un petit avec qui ils étaient dans une école, il l'amène dans la rébellion qui s'appelle James Kabarebe. Donc ils entrent dans la rébellion, beaucoup de Rwandais entrent dans la rébellion avec Museveni. En 1986, la rébellion aboutit. Les mouvements de Museveni gagnent. Le mouvement s'appelle NRM, National Resistance Movement. Et ils ont une branche armée qui s'appelle NRA, National Resistance Army. L'armée de Museveni, lorsqu'ils prennent le pouvoir en 1986 à Kampala, ils sortent avec 20 000 militaires. Parmi les 20 000 militaires, 5 000 à peu près sont des Rwandais. Des Rwandais, incontestablement. Museveni dit, bon, ses amis quand même, ils m'ont aidé à faire la guerre, je dois les remercier. Ah, il les nomme dans des postes clés. C'est ainsi que les numéros 2 de DEMIAP, ce que nous on appelle DEMIAP, là-bas ils appellent CMI, Chief of Military Intelligence, les renseignements de la sécurité militaire. Le numéro 2 de leur DEMIAP s'appelle Major Paul Kagame. Numéro 2 de la sécurité de l'armée en Ouganda. James Kabarebe est un agent officier de renseignement dans l'armée ougandaise. Ils évoluent comme ça. Et puis, plus les années passent, les Ougandais commencent à murmurer. Ils disent, mais c'est quoi cette affaire? C'est vrai qu'ils nous ont aidés pour faire la guerre, mais quand même, c'est des étrangers quand même. Comment ça? Museveni dit, cette affaire-là m'amènera des problèmes. Je dois me débarrasser de mes alliés qui deviennent encombrants. Alors, comment faire pour se débarrasser de ces alliés? Il faut les aider à rentrer chez eux. Mais le président du Rwanda, Juvenal Habyarimana, n'a pas besoin de recevoir ces militaires, tous ceux qui se sont battus en Ouganda. Donc, par le dialogue, c'est difficile. Ils décident de rentrer chez eux par la force. Ils vont créer une organisation politique. Rugema crée une organisation politique qu'il appelle FPR, Front Patriotique Rwandais, avec une branche militaire qui s'appelle APR, Armée Patriotique Rwandaise. Et le 1er octobre 1990, 3000 combattants rwandais traversent la frontière rwandaise et attaquent le Rwanda
avec comme objectif de prendre Kigali en 5 jours. Et ils avancent. Ça, c'est le 1er octobre. Le 2 octobre, le chef de cette rébellion rwandaise, Fred Rugema, est tué dans des circonstances bizarres, obscures. On nous dit qu'en fait, c'est un conflit de leadership interne. Il a été liquidé. Parce qu'on considérait que c'était un grand combattant. Mais il n'a pas beaucoup étudié, il ne pourra pas devenir président de la République. Donc les jeunes ambitieux là, du FPR l'ont tué. Museveni, lorsqu'il apprend que son ami est tué, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il appelle son poulain. Il appelle son petit à confiance, qui est en formation aux États-Unis, le major Paul Kagame. Il dit à Kagame, reviens, reviens, ils ont tué Rugema ici. Arrête tes études là, reviens. Et Paul Kagame revient, il devient le chef de la paix. Et il continue la lutte. Voilà comment Kagame prend la tête de l'organisation. Et ils avancent. Et ils arrivent presque à 70 km de Kigali. 70 km de Kigali, Juvenal Habyarimana panique. Il dit, mais ça y est, mon armée n'arrive pas à les stopper, qu'est-ce que je fais? La solution est simple. Il appelle son pire vieux naïe, le maréchal Mobutu. Il dit, citoyen président, ici, ça ne va pas. Ces rebelles-là sont déjà à 70 km. Tu dois faire quelque chose. Le maréchal lui dit, pas de problème. Et maréchal va monter une unité avec la DSP et des commandos formés à Kisangani. Il va donner cette unité spéciale sous le commandement du général Mayele. Il dit, Mayele, tu vas me régler ces problèmes-là. Et le général Mayele débarque à Kigali. Avec le soutien, à Kigali, il y avait déjà les militaires français et belges qui étaient là pour sécuriser les Européens. Et Mayele va revigorer les Rwandais, les forces armées rwandaises, l'armée officielle. Hein. Et Mayele va se lancer dans la danse avec les militaires zaïrois. Ils ont frappé les Kagame de 70 km de Kigali jusqu'à la frontière ougandaise. 1990. Et puis au retour, comme l'histoire des Congolais ne se termine jamais très bien, au passage, quelques Congolais vont piller Kigali. On va leur demander de rentrer chez eux. Les Congolais rentrent chez eux, et puis 91, les Kagame reprennent la guerre. Bon, ça évolue pour aller vite. On arrive en 1993. Les rebelles et les gouvernements vont signer ce qu'on appelle les accords d'Arusha 5. Ils vont trouver un accord qui dit qu'il faut se partager. Il faut un gouvernement de transition, vous connaissez. Gouvernement de transition. Les FPR, l'armée patriotique rwandaise, l'armée rebelle, doit amener 40% des effectifs de l'armée. Et le gouvernement d'Habyarimana, 60%. L'armée patriotique, les rebelles, doivent amener 50% des officiers. Et l'armée d'Habyarimana, 50%. Et on distribue les postes ministériels, par exemple le ministère de l'Intérieur, c'est les rebelles qui vont avoir ça. Les accords sont signés, on dit, bon, maintenant, cessez le feu, la guerre s'arrête. Mais les extrémistes des deux camps ne sont pas satisfaits. Les extrémistes Hutus d'Habyarimana, ils ne sont pas d'accord de partager le pouvoir avec ces rebelles. Il dit on peut continuer la guerre, les écraser tous. Les extrémistes Tutsis de la paix, ils disent non, pourquoi se contenter de 40% dans l'armée? On peut tout prendre, on a la capacité de tout prendre. Il faut continuer la guerre. C'est ainsi que le 6 avril 1994, à 18h, l'avion du président Juvenal Habyarimana, un Falcon 50, qui revenait d'une conférence en Tanzanie, au-dessus de l'aéroport de Kigali, va être abattu
le président meurt et toute sa délégation, 30 minutes après que Juvenal Habyarimana a été tué, les barrières apparaissent dans Kigali. Et c'est la chasse aux Tutsis. Et c'est le début du génocide rwandais. Le lendemain, le 7, l'APR considère qu'il n'y a plus de raison de cesser le feu. L'APR reprend la guerre. Donc pendant 3 mois, on va vivre d'un côté le génocide et de l'autre la guerre menée par l'APR qui continue. Et ça va être catastrophique. Les populations du Kivu vont commencer à voir arriver sur les rivages du lac des enfants découpés à la machette, des femmes, des hommes, et le génocide va commencer. La France et les réfugiés vont venir pour fuir là-bas, venir ici. Mobutu va bloquer les frontières et le gouvernement Kengo. La France va mettre en place une opération qu'on appelle l'opération turquoise. L'opération turquoise, pour les Rwandais, les Paul Kagame, c'était pour protéger les génocidaires. La France a dit non, c'était pour stopper les génocides. Et puisque l'opération turquoise était du côté congolais, à la frontière congolaise, à peu près sur une population de 7 millions d'habitants au Rwanda, à peu près 2 millions vont traverser la frontière et sur pression de la communauté internationale, Mobutu va accepter d'ouvrir les frontières. À peu près 2 millions de Rwandais vont se déverser au Congo. Les génocides, on estime à peu près à 800 000 morts. 800 000 morts, en grande majorité des Tutsis, mais il y avait aussi beaucoup de Hutus modérés qui avaient été tués. Et lorsque les réfugiés traversent, viennent chez nous, le gouvernement congolais va commettre des erreurs que nous continuons à payer. La première erreur, lorsque vous recevez des réfugiés chez vous, les conventions internationales recommandent de désarmer tout le monde. Je parle avec des officiels congolais de l'époque, en particulier le Premier ministre Kengo Adondo. Il m'explique que Thomas, il était difficile de désarmer toute une armée. Il venait avec des chars de combat. Tu les désarmes comment? Et deuxième erreur, les conventions internationales exigent, lorsque vous recevez les réfugiés chez vous, il faut les éloigner au moins de 50 km de leurs frontières. Les réfugiés rwandais se sont installés au bord de la frontière rwandaise. Et nous avons eu Mugunga, Kibumba, des camps immenses. Mugunga, je crois, à l'époque, c'était le plus grand camp de réfugiés au monde, avec 1 million de personnes. Et voilà les génocides qui se passent. Les réfugiés rwandais s'installent au Congo. Et 2 choses pour terminer. La question de la nationalité, j'ai parlé tout à l'heure, la Constitution de 81 a dit qu'il faut être là en 1885. Lors de la conférence nationale, on va mettre en place une commission qui s'appelle Commission Vangu. La commission Vangu va descendre sur le terrain, amener des conclusions, et les conclusions de la commission Vangu, étant donné les temps passés, les temps écoulés, les transplantés de 1930-1950 sont des Congolais. Le rapport Vangu n'a jamais été adopté formellement par la conférence nationale, mais aujourd'hui, sur ces points-là, comme ça je ne pouvais pas attendre la deuxième partie de la conférence qu'on fera une autre fois, voici la position de la constitution actuelle de notre pays sur la question de la nationalité. Et cet accord a été trouvé à Sun City, où toutes les forces politiques, Tshisekedi était présent, Étienne Tshisekedi, Cléophas Kamitatu, Bomboko et tous les autres grands leaders étaient là
les jeunes, les anciens, la société civile, les militaires, nous nous sommes mis d'accord sur un point pour ne plus revenir sur la question de la nationalité. Et Congolais, tous celui dont les parents étaient là le 30 juin 1960. C'est la disposition de notre constitution actuelle, la constitution de 2006. Pour revenir maintenant le dernier point avec les réfugiés s'installent. On va entrer dans une nouvelle phase parce que les réfugiés, de temps en temps, ils vont traverser la frontière pour attaquer le Rwanda. Et à plusieurs reprises, le Rwanda tire la sonnette d'alarme. Et en 1996, sous prétexte de venir disperser les camps des réfugiés, le Rwanda va enclencher une grande opération, une opération d'envergure qui amènera à la chute du maréchal Mobutu. Cette opération s'appelle AFDEL. J'ai dit et je vous remercie. Congo Avenir. Mboka ya Bakongo.